Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette réunion publique consacrée au PPRM de la commune de l'Abouilladis. Le PPRM, c'est le plan de prévention du risque minier. Cette réunion publique va prendre la forme d'une émission donc diffusée en direct que vous allez pouvoir suivre sur votre écran. Elle va se dérouler en deux temps. Un premier temps qui va durer une quarantaine de minutes, durant lequel nos deux intervenants de la DDTM, messieurs Langumier et Terramorci, nous présenteront le plan de prévention, et puis un deuxième temps durant lequel ils répondront à vos questions. Alors, pour leur poser les questions, vous allez pouvoir interagir de deux façons, soit avec le chat qui doit apparaître sur la droite de votre écran. Pour les personnes qui se connectent avec un téléphone mobile ou plus rarement avec une tablette, si vous ne voyez pas le chat, vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur le numéro qui s'affiche à l'écran, par SMS, donc c'est le coût d'un appel local, c'est pas un numéro surtaxé. Et le numéro que vous avez sous les yeux est le 06 17 13 13 00. Voilà. Donc vous aurez ces deux canaux pour pouvoir poser des questions à nos intervenants. Et moi, je vous propose de pouvoir commencer à nous poser les questions tout au long de l'émission. Moi, j'aurai les questions à côté de moi et puis je les transmettrai en deuxième partie d'émission à messieurs Langumier et Terramorci qui essaieront d'y répondre au mieux. Voilà. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de donner la parole à Julien Langumier qui va commencer la présentation. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci d'accepter de nous rejoindre sur ce format relativement atypique pour une réunion publique, mais vous comprendrez aisément que les restrictions sanitaires liées à la crise du Covid nous obligent de procéder ainsi. On aurait pu attendre la fin de ces restrictions pour tenir une réunion publique en présentiel. Il se trouve que ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur ce plan de prévention des risques miniers qui porte à conséquence directement sur les autorisations d'urbanisme. Et c'est pour ça qu'on souhaitait engager ce temps de concertation qui vous permet notamment d'accéder au projet de plan de prévention des risques miniers qui est rendu public à compter d'aujourd'hui. Vous pouvez accéder en effet à l'ensemble des pièces du projet sur le site internet de la préfecture. Alors l'objectif d'aujourd'hui est bien de vous présenter la manière dont a été construit ce plan de prévention des risques. Je le dis en introduction, on n'aura pas forcément les moyens matériels sur ce format-là de rentrer dans le détail des cartographies, mais par contre on va vous apporter des éléments importants pour que vous puissiez lire ces zonages, ces cartographies, sur la base des documents mis en ligne au format PDF sur le site internet de la préfecture. Le PPR, c'est un plan de prévention des risques qui est réalisé par l'État, par les services de l'État. La DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer dans les Bouches-du-Rhône, travaille sous l'autorité du préfet. Et ce plan de prévention des risques a pour but de limiter les dommages potentiels en cas de désordre d'origine minière qui surviendrait alors que l'exploitation, vous le savez, sur le bassin de Provence a été stoppée depuis un certain nombre d'années. Le PPR que nous évoquons concerne également les cavités de pierre à ciment qui constituent une autre forme de risque ou d'aléa, pour parler dans le jargon technique, qui est aussi cartographiée dans ce plan de prévention des risques. Et pour commencer à dévoiler un peu la portée de ce document, le plan de prévention des risques va définir des zones bleues qui relèveront d'un principe de constructibilité mais avec certaines prescriptions et notamment la réalisation d'études permettant de renforcer les structures des bâtiments au désordre minier qui peuvent apparaître en surface, mais également des zones inconstructibles lorsque les désordres miniers potentiels sont trop importants et qu'on ne sait pas y répondre par des renforcements du bâti. Le plan de prévention des risques est un document relativement classique, un peu comme un document de planification qui encadre l'autorisation d'urbanisme. Il est constitué d'un rapport de présentation qui n'est pas un document opposable, mais qui est un document qui a pour vocation d'expliquer comment le PPR a été constitué. C'est donc un document d'information, de pédagogie, de vulgarisation. Et ensuite, sur la commune de la Bouilladis en particulier, vous avez 3 planches graphiques qui se présentent sous cette forme-ci, associées à un règlement qui précise les dispositions en vigueur sur chaque type de zone qui est défini à travers le zonage. Donc voilà pour le dossier, c'est ce à quoi vous pouvez accéder
par Internet, encore une fois, en téléchargeant ces documents au format PDF et en les consultant sur un ordinateur. Ce dossier va également être déposé en commune pour ceux qui souhaitent le consulter en format papier. Il sera accompagné, mais on y reviendra, de panneaux d'exposition qui vulgarisent le plan de prévention des risques et qui vous présentent ses principales conséquences sur le territoire communal. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'historique et sur le point d'avancement de la procédure. Peut-être pour vous rappeler que le PPR se base sur... je suis déjà à la diapo suivante. Le PPR se base sur une étude du risque résiduel lié aux exploitations minières, qui est une étude qui a été portée par l'organisme spécialisé sur l'après-mine, qui s'appelle Géodéris et qui a livré son étude en 2016. Cette étude ensuite a été portée à la connaissance par le préfet en 2017, portée à la connaissance des collectivités pour une prise en compte immédiate dans les autorisations d'urbanisme, mais selon des principes de prévention relativement généraux. Et maintenant, nous venons compléter cette première réponse, qui était peut-être pas complète, un peu sommaire sur certains points, par un véritable zonage opposable et un règlement qui apporte bien sûr beaucoup plus de précision. Sur la commune de la Bouilladis, sur le phénomène des cavités de pierrassiment, qui faisait aussi l'objet d'une exploitation, une étude avait été faite en 2009 par l'INERIS, mais lors de l'enquête publique relative à l'élaboration de ce plan de prévention des risques, des remarques nous ont été remontées, montrant des incohérences sur cette étude, si bien que ce travail a été repris en 2016 par l'INERIS, et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous présenter un document complet, tant sur le phénomène des risques résiduels miniers que sur les risques liés aux cavités souterraines liées aux exploitations de pierrassement. Donc c'est bien un document de synthèse de ces deux sujets qui est porté par le plan de prévention des risques. C'est un plan qui a été prescrit par le préfet en juillet 2020, donc il y a un peu moins d'1 an. Il a fait l'objet d'échanges aujourd'hui à ce stade avec la commune et la métropole pour croiser un peu les conséquences du PPR par rapport au projet de planification. Et on arrive aujourd'hui au stade de la concertation publique, qui est bien une étape qui est portée par le maître d'ouvrage, par la DDTM aujourd'hui, où nous souhaitons rendre public ce projet de document et surtout recevoir en retour vos observations, vos remarques, vos questions. Par la suite, au-delà de cette concertation publique, le Code de l'environnement prévoit une consultation des personnes et organismes associés, au premier titre desquels, bien sûr, la commune sera consultée, ainsi que la métropole, avec l'attente en retour d'une délibération du conseil municipal et du conseil métropolitain. Cette étape sera suivie d'une enquête publique, et je le rappelle, c'est peut-être l'étape la plus en lien avec la réunion publique que nous tenons ce soir. L'enquête publique est un moment important dans lequel on confie au commissaire enquêteur le soin de recevoir vos observations, vos avis, le commissaire enquêteur étant souverain dans l'avis qu'il émet sur le projet de plan qui lui est confié. Et c'est bien sûr sur l'ensemble de ces expressions, celle de la concertation publique, celle des personnes et organismes associés, sur l'avis du commissaire enquêteur, que nous pourrons proposer à monsieur le préfet d'approuver ce plan, le cas échéant, avec des modifications si elles sont justifiées au regard de ces différentes phases de consultation. Donc voilà pour vous donner un peu la vision générale de l'état d'avancement du PPR. Peut-être maintenant je vais commencer à rentrer un peu plus dans le détail du document, en repositionnant aussi les objectifs de la concertation, qui sont relativement classiques en la matière, puisque le premier objectif, semble-t-il, consiste à vous apporter l'information la plus complète possible, à savoir à la fois l'accès, je l'ai dit, aux documents, aux pièces qui constituent le PPR, mais aussi, ce qu'on va faire ce soir, des éléments de vulgarisation, d'explication, de réponse à vos questions sur la manière de bien lire, notamment le zonage, le règlement, ce qui porte directement sur les droits des sols sur le territoire de la Bouilladis. On est aussi là évidemment pour essayer de répondre à vos questions, c'est-à-dire d'ouvrir une discussion avec vous, des échanges,
Cela a été rappelé, hein, vous pouvez nous adresser des remarques en live aujourd'hui via le chat ou des SMS, mais bien sûr nous ouvrons plus largement une phase de concertation pendant une période de 2 mois pendant laquelle vous pourrez nous adresser par mail, et j'y reviendrai en conclusion, vos observations, et on s'engage évidemment à répondre à chaque expression écrite par un retour, soit de mail, soit de courrier, selon la forme de saisine que vous choisirez. Toute cette démarche permet bien évidemment de finaliser le projet de PPR dans l'idée, dans l'optique de préparer la phase d'enquête publique, étant donné que nous transmettrons évidemment l'ensemble des observations qui auront déjà été exprimées lors de la concertation publique au commissaire enquêteur. Et nous assurerons le commissaire enquêteur qu'en tant que maître d'ouvrage, nous avons déjà présenté ce plan publiquement et que ce n'est pas l'enquête publique qui dévoile pour la première fois ce document. Vous voyez sur cette slide une illustration d'un des panneaux d'exposition qui sera installé en fin de semaine dans les locaux de la commune de la mairie de la Bouilladis. Panneau qui vise à présenter les différents phénomènes, les différents types de désordres qui peuvent être observés du fait de cavités souterraines liées à l'exploitation minière ou de pierres à ciment. Alors, cela me donne l'occasion de faire la transition vers ces désordres en surface, car je le rappelle, l'exploitation évidemment est faite de manière souterraine, historiquement. On peut passer à la diapositive suivante. En surface, on ne voit rien, et pourtant, les études montrent qu'un risque résiduel existe. Il peut se manifester de différentes manières, ce qui rend le document un petit peu complexe, puisque vous avez différents types de désordres qui peuvent survenir en surface. Le premier, assez classique, ce qu'on va venir illustrer, l'affaissement. L'affaissement, en général souple, c'est-à-dire une déformation progressive du sol en surface. Vous avez aussi des désordres qui sont liés en fait aux ouvrages miniers qui remontent jusqu'à la surface, que ce soit des puits, des descendries. Donc ça aussi, c'est une autre forme de désordre possible, plutôt sur des objets ponctuels qui sont traduits à travers notre zonage. Vous avez aussi des effondrements liés aux travaux souterrains qui correspondent en général à des anciennes galeries. Donc on retrouve sur l'axe de la galerie un aléa d'effondrement qui peut être assez préjudiciable. Et puis nous avons aussi des aléas et des désordres qui peuvent être liés à des zones de dépôt des matériaux miniers. On parle souvent de terrils, on a souvent des images de terrils pyramidaux sur le territoire de grande taille, mais on a aussi des terrils horizontaux de dépôts de matériaux miniers qui là aussi ne présentent pas toutes les caractéristiques de stabilité pour pouvoir développer l'urbanisation sur ces secteurs, qui peuvent aussi d'ailleurs déclencher des problèmes d'échauffement, voire de départ de feu. Voilà pourquoi les 3 derniers aléas qui concernent davantage ces secteurs-là concernent les aléas de tassement, de glissement et d'échauffement liés au dépôt des matériaux miniers. L'aléa, le dernier aléa, c'est celui qui est lié aux carrières de pierre à ciment. Globalement, c'est un aléa qui est lié à un risque d'effondrement par rapport à ces cavités. Il est distingué de l'aléa minier au sens de l'exploitation de la lignite. Il a été aussi étudié par un autre organisme, par l'INERIS, mais globalement, on a construit un zonage qui fait la synthèse entre ces 2 phénomènes. Alors, on va revenir sur chaque type d'aléa, mais ce que je vous propose, peut-être de manière vulgarisée, c'est de visionner ensemble un survol du territoire de la commune de la Bouilladis, qui présentera les secteurs exposés à l'aléa à partir des cavités souterraines qui sont présentes sur la commune de la Bouilladis. Avant de rentrer dans les détails de notre présentation, nous vous invitons à un survol rapide de la commune au moyen d'une vidéo par infographie en 3 dimensions afin d'identifier les principales zones de travaux miniers. En arrivant par l'est, au droit du secteur de Pinchinier, on peut identifier en bleu foncé les affleurements de couches de charbon, en bleu clair l'extension et l'approfondissement des travaux reconnus ou supposés proches de la surface, en violet les travaux des carrières de pierre à ciment à proximité du Bouteau.
En orange, les travaux de la couche de grande mine qui s'étendent de 100 à 300 mètres de profondeur. Enfin, matérialisés sous la forme de pyramides rouges, des ouvrages débouchant au jour du type puits verticaux ou galeries inclinées. En mettant le cap à l'ouest, au droit du secteur des Boyers, vous pouvez voir, en orange et violet, les travaux de grande mine et les carrières de pierre à ciment, à proximité de la clinique Médiazur et du pigeonnier plus au nord. En jaune, les dépôts miniers de surface. En poursuivant notre vol vers l'ouest, au droit du secteur du Grand Coulé, vous pouvez noter, en bleu, les affleurements de charbon et les travaux proches de ces derniers, au droit du secteur du Magou. En orange, les travaux de grande mine entre 100 et 120 mètres de profondeur, à proximité du centre de secours et des services techniques. Toujours vers l'ouest, vers la commune de Pépin, on retrouve par exemple, en orange, les travaux de grande mine vers 100 mètres de profondeur, à proximité du centre culturel Santucci et des locaux de la police municipale. Enfin, en limite ouest de la commune, les travaux des carrières de pierre à ciment en violet, ainsi que les exploitations de charbon en bleu, qui se prolongent sur la commune de Pépin. Avant de détailler les différents types d'aléas miniers, nous allons effectuer un second passage sur les mêmes secteurs afin de localiser les aléas correspondant aux zones de travaux miniers. Il s'agit, en violet, de l'aléa effondrement localisé lié aux ouvrages débouchant au jour. En bleu clair, des zones de travaux souterrains proches de la surface exposées à un aléa effondrement localisé. En jaune, des aléas liés aux carrières de pierre à ciment. En noir, des aléas liés aux dépôts de type tassement et glissement. En orange, des travaux au niveau de grandes mines qui engendrent un aléa d'affaissement. Enfin, en rouge, des zones d'aléa échauffement. Alors vous voyez, sur ce film, on a essayé de traduire des choses relativement complexes, un premier survol du territoire sur les phénomènes liés à ces exploitations minières, et puis un deuxième survol qui est la traduction en fonction des types d'aléas, c'est-à-dire des types de désordres qui peuvent survenir en surface. Mais ayez en tête qu'il y a une forme de traduction entre telle cavité à tel endroit ou telle configuration géologique par rapport à une couche de lignite et l'objectivation de potentiels désordres de différentes natures en surface, que ce soit, vous l'avez vu, de l'affaissement, de l'effondrement lié aux travaux souterrains, de l'échauffement, etc. Donc je ne reviens pas dans le détail. Je vais passer la parole à Serge Terramorsi qui va vous présenter chaque type d'aléas tels qu'ils sont identifiés sur la commune de la Bouilladis, et je reviendrai ensuite faire une deuxième traduction qui consiste à vous expliquer la portée réglementaire du PPR sur ces différents types d'aléas, à savoir concrètement quelles sont les dispositions qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme dans ces différents secteurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques diapositives effectivement pour illustrer les différents phénomènes qui ont été retenus par le bureau d'études sur la commune de la Bouilladis, en commençant par l'affaissement progressif qui correspond, comme on peut le voir sur le petit schéma en haut à gauche, sur un effondrement, un éboulement qui pourrait se passer au niveau de la galerie en profondeur. Et donc, étant donné que les terrains sont régulièrement fracturés, on a une déformation des terrains sous-jacents à cet éboulement, puisqu'il n'y a plus de mineurs maintenant pour conforter ou arrêter les mouvements de terrain au niveau des galeries. Donc les terrains sous-jacents vont suivre cette forme d'effondrement et épouser une certaine déformation, puisque dans ce cas-là, on a davantage une déformation souple. Donc les terrains se déforment d'une manière souple, en forme de plissement. On n'a pas de rupture brutale comme on peut l'avoir sur d'autres types d'aléas. Et donc cette déformation qui remonte progressivement en surface provoque une vaste cuvette qu'on appelle une cuvette d'affaissement et qui peut être plus ou moins importante, comme on peut le voir sur la photo en haut à
droite, avec des pentes, une cuvette principale relativement horizontale en son centre, et en périphérie, des pentes plus ou moins importantes. Et ce sont ces pentes-là qui peuvent poser effectivement problème, puisqu'on le comprend aisément, une construction située au centre de la cuvette, où le terrain est plat, même si ça descend progressivement, la maison aura probablement quelques désordres, des fissurations, etc., mais pas de risque très important. Par contre, suivant les pentes, plus la pente est forte, on le comprend bien avec les petites photos en bas à droite et en bas à gauche. Si la maison est située sur une pente forte, on aura rapidement des désordres très importants au niveau de la maison qui peut conduire à plus ou moins long terme à des ruines carrément de la maison. Donc ça, c'était pour l'affaissement progressif. Après, on peut exposer le phénomène d'effondrement localisé, qui lui, comme son nom l'indique, est un phénomène de terrain, mouvement de terrain qui est plus localisé que l'affaissement progressif. Ça peut être un petit cratère, une forme de cratère qui se produit lui également à partir d'un effondrement au niveau d'une galerie, comme le montre le petit schéma en haut à droite, un effondrement en profondeur au niveau des galeries. Petit à petit, les terrains sous-jacents connaissent des ruptures plus ou moins importantes et on a une petite cloche qui remonte progressivement vers la surface. Si on a proche de la surface des bancs rocheux suffisamment résistants, la cloche de fontis peut être effectivement bloquée à ce niveau et n'aura pas de désordre particulier en surface. Par contre, si les terrains proches de la surface se déforment aussi, se plissent, voire se fracturent et se cassent, on peut très bien avoir une remontée de la cloche de fontis jusqu'à la surface et former ce qu'on appelle un cratère, un fontis d'effondrement. Et donc là, effectivement, vous le comprenez très bien, s'il y a un enjeu, des constructions, un ouvrage d'infrastructure au droit de ce cratère, on aura des désordres plus ou moins importants. Les photos, effectivement, parlent d'elles-mêmes. Ça peut être des cratères de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de diamètre qui peuvent survenir à l'improviste et brutalement, d'où le nom d'effondrement localisé. Ça peut se passer sur une voirie, comme on le voit en haut à gauche, sur des voies, ou bien carrément à proximité, voire au niveau d'une construction. Et là, on comprend aisément qu'on peut avoir de graves problèmes sur les structures du bâti. Alors cet effondrement localisé peut survenir soit lors de désordres au niveau de ce qu'on appelle des travaux en souterrain, donc des galeries situées à des profondeurs variées, soit au niveau de ODJ, ce qu'on appelle des ouvrages débouchant au jour, qu'il s'agisse soit de puits, des puits verticaux, qui servaient soit pour descendre le matériel, descendre les mineurs, ou des puits d'aération, ou pour des puits d'exor des eaux minières. Ça peut être aussi des galeries, des descendries, ce sont des galeries inclinées qui partent de la surface et qui descendent à des profondeurs variées. Donc ces effondrements, c'est soit au niveau des travaux en profondeur, soit au niveau de ces ouvrages qui débouchent au jour. Après l'affaissement et l'effondrement, on peut parler de dépôt, comme Julien Langumier vous en a dit deux mots précédemment. Effectivement, les exploitations minières ont exploité le charbon ou la pierre à ciment, mais après effectivement des tris de matériaux. Donc il y avait le charbon qui était effectivement récupéré ou la pierre à ciment. Par contre, les matériaux dits stériles, qui ne servaient pas après, qui n'étaient pas utilisés, étaient stockés en surface. Et ces dépôts peuvent prendre des formes variées, soit des formes pyramidales telles que l'on voit en haut à gauche, et telles que dans la mémoire collective, on enregistre le phénomène, les terrils pour la majorité des gens, ce sont ces formes-là pyramidales. Par contre, il peut y avoir aussi des terrils de hauteur variées et plus horizontaux. Donc sur les parties horizontales, et s'il y a des constructions à ce moment-là, on peut avoir des phénomènes de tassement, un petit peu comme cela peut se passer pour les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire que le terrain va travailler en fonction des conditions hydriques ou du poids des structures qu'il peut y avoir dessus. On a donc des fissurations qui apparaissent sur les structures, sur les maisons, et ces fissurations, effectivement, peuvent être plus ou moins importantes. Hormis le tassement, qui est en fait le phénomène le moins grave, je dirais, pour les structures, on a le phénomène de glissement. Alors ce phénomène de glissement apparaît essentiellement effectivement sur les dépôts assez hauts et sur les dépôts en forme de pyramide ou de cône. Et donc le phénomène de glissement, il peut être nocif dans deux cas. Soit on a une construction qui est située en haut du dépôt,
comme on voit en bas à droite, là, sur la petite photo, effectivement, le glissement de terrain va progressivement se développer et va reculer petit à petit en s'approchant de la maison, qui un jour ou l'autre sera fortement menacée. Ou bien, si cette construction est située en pied de talus, en pied de terril, en cas de glissement, la maison peut être carrément ensevelie et complètement détruite. Donc les phénomènes de glissement sont des phénomènes relativement, peuvent être relativement importants et graves pour les structures si elles se sont situées à proximité. Les échauffements, alors les dépôts, hormis le tassement et le glissement, peuvent être aussi, s'il reste suffisamment de quantité de matière charbonneuse à l'intérieur, peuvent être sujets à des phénomènes d'échauffement naturel et qui sont favorisés. Ces phénomènes d'échauffement peuvent être favorisés par l'introduction d'oxygène, d'air qui peut rentrer dans les dépôts et qui peut effectivement ranimer une flamme, comme on dit, et créer carrément provoquer des incendies. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps sur la commune de Saint-Savournin, sur un dépôt qui était très peu connu, qui était envahi par la végétation, qui n'était pas très important à voir comme ça, mais qui s'est enflammé. Alors est-ce que c'était par à l'occasion de terriers, effectivement, par les animaux fouisseurs qui peuvent provoquer des introductions d'oxygène dans ces dépôts? On ne sait pas, parce que la raison de cet échauffement et de cet incendie n'a pas été réellement connue. Donc voilà, donc les échauffements peuvent se produire à la fois sur les dépôts, mais ils peuvent aussi se produire sur les couches de charbon. Comme on vous l'a montré sur le petit film vidéo, les couches, les zones qui étaient en bleu marine correspondaient effectivement à l'affleurement des couches de charbon, comme on voit sur les deux photos du bas, là. Et donc là, le charbon, effectivement, tant qu'on ne le touche pas, effectivement, en principe, là, il n'y a pas de risque d'échauffement ni d'incendie. Par contre, si on vient terrasser dans ces couches de charbon sans prendre suffisamment de précautions, il peut y avoir à plus ou moins long terme un échauffement et qui peut induire un incendie et s'il y a de la végétation autour, provoquer des feux de forêt relativement importants. Après ces phénomènes de mouvement de terrain classiques, on peut aussi parler pour le phénomène minier, pour la partie minière, des puits. Donc les puits globalement ont été tous bouchés, hein, soit par des gravats, par des matériaux terreux, etc. Soit dans certains cas, des bouchons, ce qu'on appelle des bouchons autoportants, donc en béton, ont été installés dans ces puits. Ce sont carrément des bouchons. Et donc, comme ces bouchons, dans le temps, on ne connaît pas trop leur durée de vie et leur qualité de résistance à long terme, un périmètre de protection autour de ces puits a été également instauré dans notre projet de PPR pour éviter effectivement de détériorer ces puits. Parce qu'on comprend là aussi que si on construit sur ces bouchons, si on construit des voiries ou même des structures bâties, hein, des maisons, on peut affaiblir ce bouchon qui est peut-être déjà même affaibli, hein, on ne connaît pas trop leur résistance. On peut les détériorer et ça peut poser des gros problèmes pour les structures situées au-dessus. Ça, tous ces phénomènes que je vous ai présentés là, c'était effectivement essentiellement pour les travaux d'extraction du charbon, du lignite. On peut aussi donc parler des carrières de pierre à ciment. Alors ces carrières étaient intercalées entre les couches de charbon. Donc il y avait deux grosses couches de charbon et intercalées des carrières de pierre à ciment. Et dans ce type de carrière, hormis les effondrements ou les affaissements classiques, comme on les a décrits pour les exploitations minières, on peut avoir aussi dans ce cas-là des effondrements en masse, donc non plus localisés cette fois-ci, mais en masse. Donc c'est un peu un mixte entre l'affaissement, puisqu'on voit sur la diapositive une cuvette. Alors cette fois-ci, cette cuvette n'est plus d'affaissement, mais d'effondrement, parce que la nature des roches, qui sont comprises entre la galerie effondrée en fond et la surface, au lieu d'avoir des caractéristiques mécaniques favorisant une déformation souple, dans ces cas-là, on a des ruptures brutales qui peuvent se passer, qui peuvent se produire en formant des failles. Et donc là, au lieu d'avoir une cuvette d'affaissement et un mouvement progressif, on a une cuvette d'effondrement avec un mouvement qui peut être brutal, comme le montre la photo en bas à droite, où on peut avoir des décalages dans marches d'escalier qui peuvent être du mètre ou du décamètre. Et là aussi, on comprend aisément qu'une maison, par exemple, située sur les bords de cette cuvette, connaîtra malheureusement des désordres significatifs.
Voilà pour les principaux phénomènes qui ont été pris en compte dans ce... Alors ils sont assez nombreux, hein, mais voilà. Et qui ont été pris en compte dans ce document. Alors, une fois qu'on a cartographié et rassemblé cette connaissance, on va faire un travail de synthèse finalement pour apporter des réponses de prévention à travers le plan de prévention des risques. On va notamment distinguer parmi ces différents désordres possibles, potentiels, 3 catégories globalement. Des aléas qu'on va qualifier de trop préjudiciables. Je m'explique, si on utilise le terme trop, c'est au regard des capacités de dimensionnement, de mesure, de renforcement des structures qui sont disponibles. Et bien sûr qui sont disponibles dans des coûts raisonnables par rapport à un projet de construction. Donc on va y revenir, mais les aléas trop préjudiciables pourraient illustrer et être concrets tout de suite. Typiquement, vous l'avez vu, un ancien puits de mine, même s'il a été bouché, il est hors de question d'envisager de construire sur le puits, c'est-à-dire sur une zone de vide directe. Et nous ne disposons pas de mesures raisonnables pour pouvoir résister aux risques encourus dans un tel contexte. Pour les zones d'effondrement aussi, les dernières images qu'on a vues avec des marches d'escalier en surface qui apparaissent, là aussi on imagine bien que si une construction est sur cette zone de rupture, sur cette zone de faille, on a également un problème rédhibitoire qui ne peut pas être paré par des mesures de renforcement. On a ensuite distingué des aléas moins préjudiciables pour lesquels il est possible de prévoir des dispositions de renforcement des structures. Vous l'imaginez, les déformations, les affaissements souples, c'est-à-dire une mise en pente du terrain pour des mises en pente de valeur pas trop importantes. On a notamment une catégorie, quand on est en dessous de 5 à 6%, on arrive encore à dimensionner des mesures de renforcement des structures. Par contre, pour ces aléas-là, on va faire une distinction selon que la zone est déjà urbanisée, auquel cas on sera sur un principe de constructibilité en zone bleue, alors que si la zone est aujourd'hui non bâtie, non urbanisée, on va rester sur un principe d'inconstructibilité au motif que cette zone est quand même marquée par un aléa et qu'il est préférable de choisir un autre secteur de développement que un secteur concerné par les risques de l'après-mine ou des exploitations de pierres à ciment. Et enfin, dans un souci aussi de pragmatisme et de ne pas imposer trop de contraintes réglementaires, on a demandé au bureau d'études, à Géodéris, d'identifier un secteur particulier qui pour nous relevait des aléas très faiblement préjudiciables, c'est-à-dire des phénomènes d'affaissement avec des mises en pente très faibles, inférieures à 1%, sur lesquels on sera toujours sur un principe de constructibilité, mais avec un principe de renforcement des structures qui correspond donc à la zone verte. Si je représente ça, si j'illustre ça par un tableau, peut-être diapo suivante, on va reprendre les différentes catégories. Donc, vous voyez sur ce tableau, dans la colonne de gauche sont listés... Pardon, on va revenir à la première diapositive. Dans la colonne de gauche sont listés les aléas. Et dans la colonne de droite sont listées l'occupation des sols, c'est-à-dire cette distinction entre la zone urbanisée et la zone non urbanisée. Donc, pour les aléas les plus préjudiciables, vous l'avez en tête, nous ne disposons pas de renforcement de structures raisonnables que nous pouvons prescrire dans un PPR, et c'est pour ça que dans ces zones violettes ou rouges, nous serons sur un principe d'inconstructibilité. Donc, les zones violettes correspondent plutôt à des zonages un peu ponctuels parce qu'on est autour des puits ou autour des ouvrages qui débouchent au jour, aux descendries par exemple. Donc ça correspond vraiment quelque part d'ailleurs aux objets dont on a encore en mémoire parce que l'exploitation minière affleure en surface, qui sont souvent les points de repère pour ceux qui connaissent la mine. Et par contre en rouge, on vient remonter en surface des potentiels dangers qui viennent du souterrain et notamment des aléas d'effondrement, qui est le phénomène le plus brutal en surface, d'échauffement aussi, dès lors que l'intensité est un petit peu élevée, ou des anciennes cavités de pierres à ciment qui vont aussi émarger
dans cette catégorie des aléas très préjudiciables. Sur la diapo suivante, je repositionne également les deux autres types d'aléas, en commençant par l'affaissement souple d'intensité très limitée. Je l'ai dit, on a souhaité le considérer comme un aléa qui ne justifiait pas un principe d'inconstructibilité. C'est pour ça que vous voyez qu'on a le même type de zonage selon qu'on est en zone déjà urbanisée ou qu'on est dans une zone peu ou pas urbanisée. Et puis, dernier point, je dirais l'aléa intermédiaire entre les aléas très préjudiciables et l'affaissement souple d'intensité très limitée. Dans ces aléas-là, on va distinguer un principe bleu de constructibilité avec des prescriptions, des renforcements de structure, par rapport à une zone marron réputée inconstructible dans les zones non urbanisées. On sera notamment là sur les zones de dépôt, sur les zones d'affaissement souple avec des mises en pente qui sont indiquées par le PPR, dans des zones d'échauffement également de faible intensité. Donc voilà pour expliquer comment, vous voyez, le PPR fait aussi un travail de simplification par rapport à la complexité des phénomènes qui sont en jeu, en rassemblant dans ces couleurs, dans ces 6 couleurs, les grands principes de prévention réglementaire. Alors, je vais quand même vous expliciter, mais très rapidement, ce que chaque zone signifie. Et donc je vais repartir de la zone la plus restrictive, la zone violette, qui pour mémoire correspond aux puits et aux ouvrages débouchant au jour, sur lequel on est, et ça se comprend je crois assez bien, sur un principe d'inconstructibilité stricte, avec seulement la possibilité de réaliser des travaux d'entretien sur les constructions existantes dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol. Bien sûr, ces extensions limitées ne sont autorisées qu'une seule fois à compter de l'approbation du plan de prévention des risques miniers. Ensuite, en zone rouge, nous serons toujours sur un principe d'inconstructibilité, mais avec des assouplissements relativement mineurs, mais qui existent cependant. Le principe des 20 mètres carrés pour l'entretien des bâtiments est possible, mais il est aussi étendu à des projets d'extension, sans forcément que ça soit justifié par l'entretien des bâtiments existants. Donc on a souhaité quand même garder un minimum de respiration pour le bâti existant dans ces secteurs, en autorisant des extensions de 20 mètres carrés de surface de plancher. Là aussi, 20 mètres carrés qui est possible une seule fois à compter de la date d'approbation du PPR. Les changements de destination sont aussi autorisés, mais dès lors qu'ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité. Je m'explique évidemment sur ce terme. On vise là la destination du bien. Donc, on considère par exemple que si on a un bâtiment d'activité qui se transforme en un logement, on est dans une forme d'aggravation de la vulnérabilité puisqu'on va avoir une occupation permanente, alors que si on a une opération inverse de la transformation d'un bâtiment qui était un logement dans un bâtiment d'activité, on obtient bien une réduction de la vulnérabilité. Diapositive suivante, les zones marron qui correspondent, je le rappelle, à des zones peu ou pas urbanisées sur lesquelles on est avec des aléas intermédiaires qui sont moins préjudiciables, mais sur lesquels on ne souhaite pas ouvrir l'urbanisation du fait de la présence de ce danger. On assouplit un petit peu quand même cette règle d'interdiction en autorisant dans les zones marron notamment les projets nécessaires et liés à l'activité agricole. Dès lors qu'on considère qu'on est en zone peu ou pas urbanisée, il n'y a en effet pas de raison de pénaliser le maintien de l'activité agricole sur ces secteurs. Par contre, les projets qui seront développés dans ces zones d'aléas devront faire l'objet d'une étude pour préciser les dispositions constructives à mettre en œuvre de manière à résister à l'aléa qui concerne le projet. En zone bleue, on retrouve un principe global de constructibilité, d'autorisation de construire, mais avec des conditions. Ces conditions renvoyant à la réalisation d'une étude, là aussi, pour renforcer le bâtiment à l'aléa qui le concerne sur la parcelle concernée. On est bien évidemment, quand je dis tout cela, c'est sous réserve que par ailleurs, le document de planification qui a défini les droits des sols au niveau communal permette les projets. Le PPR complète le document de planification, il ne se substitue pas. Par contre, la règle du PPR
est une règle qui s'impose dans le cas où le PPR interdirait quelque chose qui est autorisé par le plan local d'urbanisme. Et enfin, dernier zonage, la zone verte qui correspond à cet aléa le moins pénalisant, à cet affaissement souple d'intensité très limité. Il faut imaginer des mises en pente du sol inférieures à 1%. On est là sur une constructibilité générale avec l'obligation de réaliser une étude pour renforcer les dispositions constructives. Mais là aussi, dans l'idée de faciliter la réalisation des projets, nous avons commandé au CSTB une étude pour décliner sur des projets de construction simples, des maisons individuelles avec un étage maximum et des formes géométriques relativement simples, déjà de prédimensionner un certain nombre de renforcements des éléments structuraux du bâtiment qui sont donc déjà définis à travers le PPR et qui simplifient le travail attendu d'un bureau d'études spécialisé pour reprendre les calculs de structure du bâtiment. Donc voilà globalement l'ensemble des zonages que vous allez pouvoir découvrir dans le projet de zonage qui est en ligne sur le site internet de la préfecture. J'arrive un peu au terme de la présentation. On reviendra peut-être sur ces planches de zonage qu'on n'a pas intégrées sur les slides de présentation parce qu'il y a un problème de format et de lecture. Je rappelle rapidement les modalités de la concertation qui vous permettent de vous exprimer, de nous renvoyer vos observations, vos questions. Donc, une réunion publique tenue dans ce format-là aujourd'hui du fait de la crise sanitaire. Des panneaux d'exposition qui seront installés en fin de semaine en mairie de la Bouilladis. Un site internet que vous avez à l'écran sur lequel vous retrouvez l'ensemble des pièces du plan de prévention des risques miniers, qui vous permet notamment de consulter le zonage sur telle ou telle partie du territoire communal, votre parcelle en l'occurrence si c'est ce qui vous intéresse. Nous installons également des registres en mairie qui vous permettent de déposer vos observations. Et puis, vous voyez, vous pouvez nous interpeller par mail, par courriel, l'adresse qui s'affiche aussi sur cette diapositive, ddtm-risque-minier@bouche-du-rhône.gouv.fr. Et donc, on s'engage, je le redis, à répondre évidemment à chacune de vos observations et à transmettre ces éléments au commissaire enquêteur. Le courrier reste évidemment une solution tout à fait fiable et possible. À l'adresse de la Direction départementale des territoires et de la mer, 16 rue Antoine Zattara à Marseille. Dernier élément, les dossiers au format papier, tels que je vous les ai présentés tout à l'heure, sont aussi consultables en mairie, pour ceux qui seraient moins à l'aise sur les consultations Internet. Donc voilà globalement ce qu'on souhaitait présenter aujourd'hui. On est conscient que ce document a un caractère assez technique, assez complexe. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de désordres qui peuvent apparaître en surface, qui nécessitent un zonage qui identifie bien chaque type d'aléa, mais qui en même temps permettent une synthèse sur la règle générale entre les zones constructibles et les zones inconstructibles. Donc voilà un peu l'exercice qu'on souhaitait vous présenter pour que vous puissiez bien comprendre comment ce plan de zonage est construit et fabriqué, et sur la base d'une expertise que nous avons donc traduit dans un document qui sera demain utilisé par les services instructeurs des collectivités pour les autorisations d'urbanisme notamment. Pendant votre intervention, Julien, une question est arrivée sur le SMS. Une personne qui demande, mais demain, si un effondrement arrive, concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui vont être prises? Voilà, cette personne aimerait en savoir un petit peu plus. Et pendant ce temps-là, je vais vous laisser répondre. Je vais en profiter pour récupérer les cartes sur Internet. On va revenir. Voilà. Écoutez, merci pour cette question. On la comprend aisément puisque à travers ce plan de prévention des risques, finalement, nous affichons un risque résiduel lié aux anciennes exploitations minières et aussi de cavités de pierre à ciment. Alors, deux niveaux de réponse pour dire d'abord que globalement, l'ancienne exploitation minière du bassin de Provence fait l'objet d'une surveillance sur des secteurs clés assurée par le DPSM qui est basé à Gardanne. Aujourd'hui, cette surveillance n'a pas de visée prédictive, elle permet cependant de suivre
certains désordres en souterrain. Je rappelle également qu'il n'y a pas de travaux d'entretien sur les anciennes cavités. Donc c'est pour ça que ce risque résiduel, on le rend public, on l'objective, on le rend opposable dans les autorisations d'urbanisme, car quelque part, plus le temps passe, plus les anciennes galeries se détériorent, et plus on a des risques de désordre en souterrain qui peuvent se propager jusqu'en surface. L'autre élément qui est important par rapport à cette question, c'est bien le fait d'insister aussi sur le fait que les désordres après mine font l'objet d'une garantie par l'État, une garantie financière, sur les dommages qui peuvent être causés dès lors qu'est établie l'origine minière du désordre. Et on comprend aussi ces plans de prévention des risques comme une manière de limiter les dommages potentiels en évitant, autant que faire se peut, que l'urbanisation vienne justement se développer sur des secteurs que l'on sait réputés dangereux ou pouvant évoluer à l'avenir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise et la connaissance ne nous permettent pas de prédire les choses, ni de dire à quel moment des désordres peuvent survenir en surface. Aujourd'hui, on est sur le bassin de Provence, sur un secteur où on a eu relativement peu de désordres en surface. On a eu des cas de départ de feu liés à des dépôts miniers et un aléa échauffement, par exemple. Historiquement, on a eu des formations de décalage de l'ordre de 70 cm en surface liées à un affaissement cassant, hein, donc la formation d'une marche d'escalier en surface. Donc voilà les événements historiques qu'on a. Cependant, on doit faire preuve de prévention pour se prémunir de désordres qui peuvent survenir dans les décennies qui viennent, sans pour autant pouvoir annoncer ou afficher une quelconque prédiction. Donc voilà quand même globalement ce que je voulais dire. Hein. D'une part, une garantie financière au titre de l'après-mine par l'État, et d'autre part, quand même des systèmes de surveillance qui sont en place, mais sans visée prédictive de grande ampleur, ou dans tous les cas permettant une grande anticipation par rapport à ces désordres en surface. Très bien. D'autres questions sont arrivées. Est-ce que vous souhaitez répondre à ces questions maintenant, ou vous préférez qu'on essaye de voir les 3 planches que j'ai téléchargées? Peut-être qu'on peut faire l'exercice du téléchargement des planches telles qu'elles se présentent d'ailleurs aux participants, puisque finalement c'est bien ces planches-là que vous pouvez télécharger sur le site internet de la préfecture. Donc peut-être pour apporter quelques éléments de commentaire, vous retrouvez sur ces planches les couleurs qui renvoient à ce qu'on a présenté. Hein. Donc je le rappelle, les zones vertes, des zones d'affaissement avec des mises en pente inférieures à 1% qui relèvent toujours d'un principe de constructibilité. Des zones bleues avec plusieurs nuances de bleu qui renvoient à des principes de constructibilité, mais avec l'obligation de réaliser des études pour renforcer les structures. Et dès qu'on bascule dans les zones orange, rouge, voire violette, des principes d'inconstructibilité, mais avec des restrictions de plus en plus fortes. Depuis le orange, où je rappelle que les projets agricoles restent possibles, le rouge, on est sur des possibilités d'extension limitée. On voit une petite parcelle, enfin un petit secteur complètement à l'ouest de la Bouilladis. Et les zones violettes qui correspondent un peu à ce pastillage que j'avais évoqué, mais qui correspondent en fait à ces ouvrages débouchant au jour ou à ces puits qui expliquent ces pastilles sur le territoire qui correspondent à ces objets plutôt ponctuels. Donc voilà là le premier secteur correspond au secteur ouest de la commune. On retrouve la même chose sur la planche centrale avec peut-être Serge, si tu veux prendre la suite sur le commentaire sur ces... Et maintenant, on retrouve effectivement les pastilles violettes qui correspondent à tous les ouvrages débouchant au jour, hein, donc les nombreux puits et nombreuses galeries qui existaient dans le secteur des Boyers en particulier, avec donc aussi en marron, en orange ou marron clair, les croisillons, les petits croisillons qu'on voit, les trames en croisillon qui correspondent à l'affleurement des couches de charbon, et donc à la potentialité de phénomènes d'échauffement éventuels. Et la trame oblique qui est juste dessous les petits croisillons correspond
à l'enfoncement de cette couche en profondeur, donc les travaux qui ont été effectivement reconnus ou qui sont supposés du fait de leur faible profondeur et de la couche de charbon existante. Et donc ces couches de charbon, comme elles sont proches de la surface, elles sont exposées effectivement à un phénomène d'effondrement localisé et qui peut être faible à modéré. En rouge, je crois qu'on voit des petites... Non, en rouge, ce sont des puits. Ce sont les puits où je crois que c'est les bouchons autoportants, je pense, et qui sont aussi effectivement des ouvrages débouchant au jour et qui sont effectivement interdits à la construction pour éviter de détériorer le confortement qui est mis en place. On peut peut-être regarder la... Vous voulez voir la 3, oui. Oui, comme ça on aura fait le tour. Sur ce que ça représente sur la commune, peut-être Serge, si tu veux. Alors là, on retrouve un petit peu la même configuration, hein, les petits croisillons, les obliques. Par contre, ce qui est caractéristique sur cette diapositive, c'est la galerie, le petit serpentin en rouge, là, qui correspond effectivement à une galerie, et sur laquelle un aléa d'effondrement assez important a été retenu par les géodéristes et qui est en rouge et qui indique un secteur sur lequel il ne faudrait pas trop aller. Donc on voit bien sur ces cartes le caractère quand même assez complexe de ces cartographies. Vous voyez des figurés avec plusieurs couleurs, des trames obliques ou croisillons qui renvoient aussi à des types de phénomènes différents. Globalement, ces cartes, vous pouvez les lire avec le code couleur qu'on a présenté qui simplifie et qui vous donne les grandes réponses sur la constructibilité et l'inconstructibilité notamment. Et puis après, le détail de la légende permet d'indiquer, dès lors que vous pouvez faire un projet, à quel type d'aléas vous avez affaire et à quel type d'intensité vous devez répondre pour renforcer le dimensionnement de vos structures. Donc, pour dire les choses de manière assez complète, c'est un travail cartographique quand même très approfondi pour permettre en fait plusieurs lectures sur une même carte. Mais le principal message, c'est que vous ayez les idées claires sur quelles sont les parcelles qui restent constructibles avec le plan de prévention des risques, celles qui deviennent inconstructibles le cas échéant si elles l'étaient auparavant, avec le PPR également. Donc voilà, et c'est très bien qu'on ait pu en live comme ça commenter ces cartes. Il me semble que c'est plus parlant qu'en les réduisant sur un format diapositive. Donc voilà pour ce complément à la présentation. On peut reprendre les questions. Voilà, c'est ça. Je vois qu'on arrive à peu près à une cinquantaine de minutes là, de réunion. Il me reste, j'ai reçu trois autres questions par SMS. Hein, elles ne sont pas sur le chat, je les ai eues par SMS. La première question, c'est des zones comme celle-ci. Est-ce qu'il s'agit de zones sur lesquelles il y a un suivi régulier qui va être fait? Est-ce qu'elles sont contrôlées pour peut-être prévenir, je ne sais pas, des désordres? Alors non, il ne va pas y avoir de suivi régulier. D'ailleurs, la cartographie du plan de prévention des risques, elle s'appuie sur une analyse, je dirais, déterministe de la situation. C'est-à-dire, on est dans une perspective où ces désordres sont une évolution attendue de ces exploitations. La question, c'est à quelle échéance de temps cela fonctionne, où cela va arriver. Mais aujourd'hui, on intervient dans des formes d'expertise suite à des désordres, notamment pour statuer sur l'origine minière ou pas du désordre, puisque, vous le savez, hein, sur notre territoire, avec une géologie relativement accidentée, on peut avoir aussi d'autres désordres en surface qui ne sont pas forcément d'origine minière. Donc le suivi qui est fait, il consiste à vérifier l'origine minière de désordres qui peuvent être constatés sur le territoire. Le cas échéant, si c'est le cas, bien sûr d'activer les garanties de l'État au titre de l'après-mine. Très bien. Une autre question, alors c'est l'avant-dernière question, hein, je propose aux personnes qui souhaiteraient poser des questions peut-être de se manifester dans les 5 ou 10 minutes qui suivent, hein, puisqu'on va bientôt arriver au terme de la réunion. En tout cas, la question que j'ai sous les yeux, c'est une question qui aborde plutôt la chronologie. On a bien vu hein, qu'il y a plusieurs étapes dans le PPR qui vont s'enchaîner les unes après les autres. J'ai noté, moi, tout à l'heure qu'il y avait une enquête publique qui allait arriver. Quand est-ce que ça va rentrer en vigueur, ce PPR? Alors, en effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on présente un projet. Donc, tout ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas immédiatement opposable. Cependant, la connaissance de l'aléa a déjà été, on l'a dit, portée à connaissance par le préfet des communes. Donc les collectivités ont déjà un certain nombre de cartes
qu'elles utilisent pour l'autorisation des permis de construire notamment. Mais la plus-value du PPR va être vraiment de rendre opposable un zonage avec un règlement. Donc, cette phase de concertation publique, je l'ai dit, elle s'ouvre aujourd'hui pour une période de 2 mois, ce qui va nous amener au début des congés estivaux mi-juillet. Ensuite, on aura une phase de consultation des personnes et organismes associés, donc ça en septembre, et là aussi c'est pour une période de 2 mois, donc on sera sur le début de l'automne. L'enquête publique fin d'année, voire début d'année 2022, pour pouvoir compter sur une approbation, j'ai envie de dire, au deuxième trimestre 2022, et date à partir de laquelle l'ensemble de ces éléments, notamment le zonage et le règlement, deviendront les documents opposables pour les autorisations d'urbanisme de la commune de la Bouilladis. Donc voilà le calendrier. Ce qui est important de retenir, je pense, pour les personnes qui suivent la réunion aujourd'hui et qui vont participer à la concertation publique, c'est l'autre rendez-vous qui les concerne, c'est celui de l'enquête publique, clairement. Donc fin d'année, début d'année prochaine, avec des annonces légales, de l'information relayée par la commune là-dessus, qui permettent de bien identifier cet autre rendez-vous pour les particuliers sur ce plan. Très bien. Alors, ces plans de prévention minière, comment ça se passe? Il y en a plusieurs sur le territoire. Il y en a là où il y avait des mines avant. Comment ça fonctionne sur les Bouches-du-Rhône? Il y en a combien, par exemple? Alors, vous avez raison de poser la question. Bien sûr, la commune de la Bouilladis n'a pas un traitement particulier. Nous sommes en train d'élaborer 8 plans de prévention des risques miniers sur le bassin de Provence. Nous sommes globalement au même niveau d'avancement. Certaines communes, on a pu faire de la concertation publique juste avant la crise sanitaire et on est en train de consulter aujourd'hui les personnes organismes associés. On aura des approbations et des enquêtes publiques vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Et des communes sur lesquelles on n'a pas encore conduit la concertation publique qui sera sans doute faite à la rentrée en septembre, peut-être au format présentiel, je l'espère, si on voit le bout du tunnel de cette crise sanitaire. Donc ce qu'on a fait, nous, on avait une quinzaine de communes qui étaient concernées par l'aléa minier dans le département. Un certain nombre de communes étaient concernées par des aléas qui n'étaient pas dans les zones urbanisées, pas dans les zones habitées, auquel cas on a choisi de rester sur le principe du porté à connaissance, qui nous paraissait un document suffisant pour assurer la prévention des risques. Par contre, on le voit bien, dès qu'on est sur des secteurs urbanisés ou des enjeux de développement en termes de construction, c'est vraiment le PPR qui permet juridiquement d'imposer la réalisation d'une étude à une nouvelle construction. Le code de l'urbanisme tout seul ne le permet pas, c'est bien le PPR au titre du code de l'environnement qui permet cela. Et donc, on a fait un travail de priorisation qui a conduit à l'élaboration de 8 PPR miniers sur la Bouilladis, mais aussi sur les communes riveraines. Donc, on peut citer Saint-Savournin, on peut citer Cadolive, on peut citer Gardanne, Gréasque, Pépin, Fuveau et Mimet. Je pense qu'on a fait le tour des 8 communes qui sont l'objet aujourd'hui d'un plan de prévention des risques miniers. Aussi parce que du côté de l'État, on porte une forme d'équité de traitement par rapport à la politique de prévention et qu'il s'agit de partager ces principes de prévention pour l'ensemble des territoires qui y sont confrontés. Ok, merci. Alors, je vois qu'il est 19h, hein, ça fait tout juste 1 heure de réunion. Je regarde le chat et le SMS, j'ai pas eu d'autres questions du public. Est-ce que, je ne sais pas, Monsieur Taramoursi, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ou... Non, ce qu'on peut juste dire, c'est que, pour compléter ce qui a été dit, bien sûr, c'est au niveau de la surveillance, effectivement, c'est pas très facile de surveiller ce type de problème, puisque la majorité de ces travaux souterrains, que ce soit des galeries ou des puits, sont souvent bouchés. Alors, ils ont été bouchés soit avant la fermeture des mines, soit il y a eu des effondrements pendant l'exploitation ou après l'exploitation. Donc beaucoup d'accès aux galeries sont à présent fermés, donc il est difficile de se rendre compte in situ de l'état des galeries.
Certes, il en reste quand même quelques-unes, hein, parce que le DPSM, comme vous l'a dit Julien Langumier tout à l'heure, exerce une surveillance, notamment avec certains capteurs sismiques qui ont été installés et qui permettent à la fois d'enregistrer des ruptures brutales, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme les terrains encaissants sont essentiellement constitués dans une grande partie du bassin de Provence de calcaire, le calcaire fuvélien, lorsqu'il y a une rupture du calcaire, cela produit un mini-séisme, hein, ou séisme plus ou moins important, avec des ondes qui se propagent. Et donc, à partir de là, on peut anticiper, se dire, s'il y a eu des secousses à un endroit, peut-être que les galeries sont en train de s'ébouler dans certains secteurs. Et donc, à ce moment-là, ça attirera l'attention des services compétents en la matière et de prendre effectivement les mesures adaptées. Et éventuellement d'évacuer les gens si cela s'avérait assez important. Mais effectivement, il faut quand même savoir que ces capteurs, il n'y en a pas de partout. Il n'y en a que dans certains secteurs où effectivement on attend des ruptures un peu particulières. Mais ils permettent quand même d'avoir une bonne idée de ce qui peut se passer. Et ensuite, il y a quand même quelques galeries qui peuvent être inspectées, notamment la galerie à la mer, hein, qui sert aussi actuellement, dans le passé, qui a servi à évacuer le charbon sur le port de la Joliette, mais maintenant qui sert à évacuer les eaux. Donc il y a des visites de galeries qui peuvent se passer en passant par cette galerie. Mais voilà. Mais donc effectivement, il faut bien avoir en tête que l'exploitation de charbon sur le bassin de Provence est ancienne, puisque ça remonte quasiment au Moyen Âge. Donc sur les panneaux d'exposition, vous pourrez le voir. Et donc les couches de charbon sont parties effectivement de l'Est, donc des communes de côté de Belcoden et de la Bouilladis. Et petit à petit, le gisement plongeant vers l'Ouest, hein, donc vers l'étang de Berre, les techniques d'exploitation se sont améliorées, donc les mineurs sont descendus de plus en plus profond pour descendre jusqu'à 1300 mètres à peu près pour les galeries les plus profondes. Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les galeries les plus profondes, ce n'est pas celles-là qui sont les plus menaçantes, puisqu'il y a très peu de chances que les désordres, même si les galeries s'effondrent, soit elles se sont effondrées déjà par la méthode des longues tailles foudroyées pendant l'exploitation, donc au fur et à mesure qu'on exploitait le charbon, le terrain encaissant s'effondrait, mais ça c'était contrôlé à l'époque. Donc les galeries sont globalement bouchées, donc les mouvements qui peuvent se passer à cet endroit-là sont très très faibles, et donc n'ont très peu de chances, voire aucune chance de remonter à la surface. Par contre, les galeries qui sont les plus inquiétantes, ce sont les galeries anciennes, entre au XXe siècle ou au XVIIIe siècle, celles qui étaient situées entre 0 et 500 mètres. Et c'est celles-là qui ne sont pas toutes effondrées au jour d'aujourd'hui, et qui, comme vous le disiez Julien tout à l'heure, plus le temps passe, malheureusement, plus les galeries vieillissent, et donc le risque de mouvement de terrain à leur niveau est important. Donc l'intérêt de réaliser un zonage de l'aléa et un zonage réglementaire permet d'anticiper ce vieillissement de terrain et des mouvements éventuels qui seront inévitables à plus ou moins long terme, et donc d'éviter d'exposer des nouvelles personnes, de nouveaux arrivants, des nouvelles structures de s'installer sur ces secteurs-là, pour éviter, soit dans un premier temps, des désordres sur les bâtis, et éventuellement des blessés ou plus. Ouais, merci pour ces précisions, parce que la vulgarisation qui va avec, pour un néophyte comme moi, en tout cas, permet de bien toucher les choses du doigt. Julien Langumier, je vais peut-être vous laisser la parole, un petit mot de clôture. J'ai plus de questions, donc si vous le souhaitez, on peut s'en arrêter là. Écoutez, je pense qu'on a en tous les cas bien partagé l'ensemble du contenu de ce plan qu'on souhaitait vous présenter ce soir. Je voudrais aussi dire un mot par rapport aux échanges très constructifs qu'on a eus avec la commune sur ce travail-là. Et j'ai conscience qu'en procédant par Internet, on sacrifie un peu le protocole, et l'introduction de la mairie d'une réunion publique est un moment important. Donc voilà, je voudrais adresser des remerciements au travail qu'on a pu conduire avec la commune, et puis encourager toutes les personnes concernées de la commune de la Bouilladis à nous écrire, à nous faire remonter des observations. C'est vraiment le moment, vous l'avez compris, ce temps de la concertation en fin d'année ou en début d'année prochaine, le temps de l'enquête publique, c'est vraiment le moment de faire remonter vos questions,
pour qu'on puisse y répondre, le cas échéant en faire des analyses un peu plus précises, parce qu'après, comme tout plan opposable, une fois qu'il sera approuvé, on sera dans l'application et plus dans son élaboration. Donc voilà, c'est une période un petit peu privilégiée pour pouvoir échanger avec nous et surtout nous faire remonter vos observations. Donc n'hésitez pas, vous avez vu qu'on a essayé de développer tous les supports possibles pour construire ces échanges. Investissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais on traitera évidemment sur le même plan l'ensemble des observations qui nous seront remontées. Et merci encore d'accepter de rentrer dans ce nouveau format qui sans doute vous demande un effort particulier. Nous aussi, on est aussi un petit peu en rodage sur ces nouvelles types de réunions publiques, mais cela nous permet, vous le voyez, de partager avec vous ce document qui est maintenant prêt, abouti, sans forcément prolonger le temps où vous pouvez y accéder, car on le sait par ailleurs, ces règles, en tout cas cette connaissance du risque, est prise en compte déjà dans les autorisations d'urbanisme, donc il est important de ne pas prolonger plus avant cette période et que vous puissiez accéder au projet de plan de prévention des risques miniers malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. Sur ce, il me reste à vous remercier, remercier notre Agora Communication qui permet le déroulement de ces réunions publiques de manière streamée sur Vimeo. Et je le redis aussi, l'enregistrement de cette réunion sera accessible en replay via le site internet de la préfecture, ce qui permet aussi à ceux qui n'ont pas pu être là en direct d'y avoir accès en replay. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il est tout à fait intéressant pour vous d'avoir ces deux modalités, soit du direct, soit de revisionner ça quand cela est plus pratique pour vous ou pour préparer vos questions, vos observations sur ce plan. Très bien. Merci Julien, merci Monsieur Taramorsi. Et puis déjà pour la clarté de vos propos, et puis pour l'effort de vulgarisation aussi, parce que je pense que, en tout cas j'espère que les gens ont pu toucher du doigt les enjeux qu'il y avait derrière ces plans de prévention des risques miniers. Et écoutez, puisque nous en avons fini, il ne me reste plus qu'à lancer le générique et vous dire à bientôt. Merci.